y a des silences qui hurlent plus fort que les applaudissements. Il y a des secrets que l'on garde toute une vie, enfouis sous les paillettes. Les projecteurs et les sourires de façade. À 73 ans, Jean-Luc Lahaye, celui que la France entière a connu comme l'éternel adolescent, le Peter Pan de la variété, a décidé de briser la glace. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silence, où nous explorons aujourd'hui les cicatrices invisibles d'une idole déchue. Pendant des décennies, il a couru après une jeunesse éternelle, défiant le temps et la morale, comme pour fuir une ombre qui le poursuivait depuis toujours. Mais aujourd'hui, alors que les lumières de la scène se sont tamisées et que la foule s'est dispersée, Jean-Luc se retrouve face à lui-même. Ce n'est plus l'heure de chanter « Femme que j'aime », c'est l'heure de la vérité. Et cette vérité porte un nom sacré qui résonne encore dans les ruelles pavées de Montmartre Dalida. Peu de gens le savent, mais bien avant la gloire, bien avant les polémiques qui ont entaché sa légende, il existait un lien profond et tragique entre le jeune rebelle et la diva immense. Elle avait vu en lui ce que personne d'autre ne voulait voir, elle avait reconnu la détresse de l'orphelin caché derrière l'arrogance du futur chanteur. Dalida lui avait laissé un avertissement, une sorte de testament spirituel qu'il a mis 40 ans à comprendre, une promesse non tenue qui le hante aujourd'hui plus que n'importe quel jugement. Comment une icône adulée par des millions de Français a-t-elle pu se perdre aussi violemment? Qui sont les vrais coupables de cette descente aux enfers dans un aveu bouleversant? Jean-Luc Lahaye pointe enfin du doigt les trois forces destructrices qu'il n'a jamais pardonnées, l'abandon maternel qui a créé le vide, la cruauté institutionnelle de la DASS qui a forgé sa rage et l'hypocrisie d'un show business qui l'a nourri avant de le dévorer. Mais pour comprendre pourquoi il a échoué à tenir sa promesse envers Dalida, il faut retourner là où tout a commencé, là où il n'était personne, dans le froid glacial d'un monde sans parents. Avant de devenir le prince des années 80, Jean-Luc n'était personne, ou plutôt il était un dossier, une statistique froide dans les archives poussiéreuses de la DASS. L'histoire commence loin des paillettes, dans la grisaille d'une enfance volée où le mot « maman » était un écho vide de sens, une blessure ouverte qui ne cicatriserait jamais vraiment. Il a grandi sans racines, ballotté de foyer en famille d'accueil, apprenant très tôt que dans ce monde, si l'on ne crie pas, on n'existe pas. Cette solitude originelle a forgé chez lui une rage de vivre incandescente, une volonté farouche de prouver à cette société qu'il avait rejetée qu'il méritait sa place au soleil. Il était un écorché vif, un jeune loup affamé de reconnaissance, errant dans un Paris qui ne lui avait rien promis. C'est alors que le destin, souvent cruel, a décidé de lui offrir une rencontre improbable, celle qui allait tout changer. Imaginez le contraste saisissant entre ce jeune homme à la beauté sauvage, un peu voyou, un peu poète, et la grande Dalida, cette reine égyptienne qui régnait alors sur la chanson française depuis sa forteresse de Montmartre. Elle, l'icône glamour aux millions de disques vendus, et lui, l'enfant de l'assistance publique qui cherchait encore son chemin. Pourtant, au-delà des apparences, une connexion invisible et immédiate s'est tissée entre eux. Dalida, derrière ses lunettes noires et ses tenues de scène, portait en elle une mélancolie abyssale, une solitude que la gloire n'avait jamais pu combler. En croisant le regard de Jean-Luc, elle n'a pas vu un simple fan ou un employé occasionnel, elle a vu un miroir. Elle a reconnu cette même fêlure, cette même soif d'amour absolu qui les consumait tous les deux. Elle l'a pris sous son aile, non pas comme une simple mécène, mais avec la tendresse d'une grande sœur spirituelle. Elle lui a ouvert les portes de son univers, lui offrant bien plus que des conseils artistiques. Elle lui a offert une légitimité. Dans l'ombre bienveillante de sa maison de la rue d'Orchamps, elle lui répétait que son passé douloureux n'était pas un boulet, mais une force, un carburant pour son art. Elle voyait en lui la lumière avant même qu'il ne monte sur scène. C'était une époque bénie, une parenthèse enchantée où le jeune rebelle pensait avoir trouvé un refuge éternel auprès de cette figure maternelle de substitution.
Dalida, lui, a appris à transformer sa rage en énergie scénique, à canaliser cette violence intérieure pour en faire de l'émotion pure. Elle a été la première à croire en cette femme que j'aime qu'il chanterait plus tard, peut-être en pensant inconsciemment à cette protection qu'elle lui offrait. Mais ce que Jean-Luc ignorait alors, grisé par cette ascension fulgurante et cette amitié précieuse, c'est que la lumière qu'elle projetait sur lui cachait une part d'ombre grandissante. Elle le préparait à voler de ses propres ailes, à affronter ce monstre dévorant qu'est la célébrité, tout en lui murmurant des avertissements qu'il était peut-être trop jeune ou trop ambitieux pour entendre réellement. Alors que les premiers succès commençaient à se dessiner à l'horizon, une question silencieuse planait déjà les lèvres. Allait-il survivre là où le maître commençait déjà à vaciller? Le succès arrivait, brutal et magnifique, mais il portait en lui les germes d'une destruction que personne n'avait vu venir. Les années 80 ont explosé comme un feu d'artifice dans le ciel de France et au cœur de cette décennie de toutes les libertés, Jean-Luc Lahaye est devenu le prince incontesté de la variété. C'était l'époque de la démesure, une ivresse collective où tout semblait possible, avec ces tubes qui tournaient en boucle sur toutes les ondes, de Femme que j'aime à Papa chanteur. Il n'était plus seulement un artiste, il était devenu un phénomène social. La France entière, des adolescents aux grands-mères, étaient tombés sous le charme de ce voyou au cœur tendre, ce rebelle en blouson de cuir qui semblait avoir vaincu la fatalité. Chaque concert était une messe, chaque apparition déclenchait l'hystérie. Pour l'enfant de la DASS qui avait grandi dans le silence et l'anonymat, ce vacarme assourdissant d'amour ressemblait à une revanche éclatante sur la vie. Il buvait les applaudissements comme on boit de l'eau dans le désert, s'enivrant de cette adoration qui comblait enfin, pensait-il, le vide sidéral de son enfance. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de paillettes et de succès, une ombre bienveillante veillait encore, observant cette ascension avec une lucidité effrayante. Dalida, du haut de sa solitude dorée à Montmartre, ne se laissait pas éblouir par les projecteurs. Elle savait mieux que quiconque que la gloire est une amante infidèle et que les applaudissements sont une drogue dure dont le sevrage peut être mortel. C'est à cette époque, alors que Jean-Luc se croyait invincible, tel un Peter Pan refusant de grandir, que Dalida a tenté de lui transmettre son ultime avertissement. Elle voyait en lui ce désir dangereux de figer le temps, cette peur panique de vieillir et de redevenir un homme ordinaire. Elle devinait que derrière le sourire carnassier de l'idole se cachait toujours le petit garçon effrayé, prêt à tout pour ne pas retourner dans l'ombre. Dans l'intimité de leurs échanges, loin des caméras, elle lui aurait glissé cette phrase qui résonne aujourd'hui comme une prophétie cruelle. « Méfie-toi de la lumière, Jean-Luc », car elle ne réchauffe pas la nuit. C'était là le cœur de la promesse qu'elle lui demandait tacitement de faire, ne jamais laisser le personnage dévorer l'homme, ne jamais croire que l'amour du public peut remplacer l'amour des siens. Elle essayait de lui apprendre à dissocier l'icône de l'être humain, une leçon qu'elle-même peinait à appliquer. Mais comment écouter la sagesse quand on est porté par les cris de milliers de fans? Comment entendre le murmure d'une âme en peine quand le monde entier scande votre nom? Jean-Luc, grisé par sa propre légende, a couru toujours plus vite, sautant en parachute, multipliant les exploits et les conquêtes, persuadé qu'il pouvait échapper aux lois de la gravité et du temps. Il n'a pas vu que le regard de sa protectrice s'assombrissait jour après jour. Il n'a pas compris que cet avertissement était en réalité un appel à l'aide ou peut-être un adieu anticipé. Alors que les années 80 touchaient à leur fin, le destin s'apprêtait à basculer brutalement. L'élève, trop occupé à briller, ne voyait pas que le maître s'apprêtait à quitter la scène pour toujours, le laissant seul, terriblement seul, face à un miroir qui ne tarderait pas à se briser en 1000 morceaux. Le 3 mai 1987, le temps s'est figé brutalement. La nouvelle est tombée comme un couperet sur la France, glaçant le sang de millions de cœurs. Dalida, l'immortelle, avait décidé de partir. Pour le public, c'était la perte d'une idole.
Pour Jean-Luc Lahaye, c'était l'effondrement de son monde intérieur. Ce jour-là, l'enfant de la DDASS est devenu orphelin pour la seconde fois. La seule personne qui comprenait réellement la langue de ses blessures, celle qui avait su voir l'âme tourmentée derrière le blouson de cuir, venait de le laisser seul face à cet abîme qu'elle-même n'avait pu franchir. Le silence qui a suivi son départ était assourdissant, un vide sidéral que ni les disques d'or ni les hurlements des fans ne pourraient jamais combler. La disparition de Dalida a marqué une rupture nette, une cicatrice invisible mais purulente dans la trajectoire de Jean-Luc. Sans sa boussole, sans ce regard protecteur qui le tempérait, il s'est retrouvé livré à lui-même dans une industrie vorace qui ne pardonne aucune faiblesse. Au lieu de faire face à ce deuil immense, il a choisi la fuite en avant, comme s'il voulait défier la mort qui avait emporté son ami. Il s'est lancé dans une course effrénée contre le temps, refusant de vieillir, refusant de voir le monde changer. C'est à cet instant précis que la promesse tacite faite à Dalida a commencé à se fissurer. Il n'a pas écouté son avertissement sur les dangers de la lumière artificielle. Au contraire, il s'y est brûlé les ailes, cherchant dans l'adrénaline et les excès un remède à cette solitude qui le rongeait de nouveau. L'absence de Dalida a laissé le champ libre à ses vieux démons. L'insouciance des années 80 laissait place à une réalité plus sombre, plus complexe. Les médias, autrefois si bienveillants, commençaient à changer de ton, flairant les failles de l'homme derrière la star. On ne voyait plus seulement le chanteur à succès, on commençait à scruter l'homme qui refusait obstinément de grandir, comme s'il était resté bloqué à l'époque où Dalida le protégeait encore. La protection s'était envolée et avec elle, une certaine forme d'innocence. Le papa chanteur continuait de sourire sur les plateaux télé, mais le regard était devenu fuyant. Il savait, au fond de lui, qu'il naviguait désormais à vue, sans phare pour le guider dans la tempête médiatique qui se préparait lentement à l'horizon. La chute n'était pas encore visible, mais le sol se dérobait déjà sous ses pieds. Aujourd'hui, à 73 ans, dans la pénombre de son appartement parisien rempli de souvenirs, Jean-Luc Lahaye ne cherche plus la lumière des projecteurs pour briller, mais pour éclairer les zones d'ombre de sa propre histoire. Le temps a passé, les tempêtes médiatiques ont ravagé son image, mais l'homme, lui, est toujours là, debout au milieu des ruines. C'est le moment de vérité, l'instant où le masque de l'éternel adolescent tombe enfin pour révéler le visage marqué d'un survivant. Dans un élan de lucidité bouleversant, il brise le silence qu'il a gardé si longtemps, non pas pour se justifier, mais pour nommer les fantômes qui l'ont hanté toute sa vie. Il désigne 3 forces destructrices, 3 coupables invisibles qu'il n'a jamais pu pardonner. La première accusation, sourde et douloureuse, est portée contre l'absence maternelle. C'est la racine du mal, ce vide originel qui a creusé en lui un puits sans fond qu'aucun amour, aucune fan, aucune conquête n'a jamais pu combler. Il confesse que toute sa vie d'adulte, tous ses excès n'ont été qu'une tentative désespérée et maladroite de réparer cet abandon initial. Ensuite, il pointe du doigt la froideur institutionnelle de la DDASS, ce système qui, en voulant le protéger, l'a déshumanisé, lui apprenant très tôt que pour survivre, il fallait être un loup, qu'il fallait prendre avant qu'on ne vous prenne, aimer mal plutôt que de ne pas être aimé du tout. C'est cette école de la dureté qui a faussé son rapport aux autres et aux limites. Enfin, la troisième force qu'il ne pardonne pas est l'hypocrisie du show business, ce même milieu qu'il a porté au nu dans les années 80, qui a capitalisé sur son image de rebelle et de séducteur tant que cela rapportait de l'argent, pour mieux se détourner avec dégoût lorsque le vent a tourné. Il dénonce ce silence complice d'une industrie qui savait d'où il venait, qui connaissait ses failles, mais qui a préféré les exploiter plutôt que de le protéger. C'est ici que le souvenir de Dalida refait surface avec une violence inouïe. Il réalise aujourd'hui qu'il a trahi la promesse muette qu'il lui avait faite, celle de ne pas laisser l'enfant blessé en lui prendre les commandes de sa vie d'homme, en refusant de grandir, en s'accrochant à une jeunesse illusoire. Il n'a pas honoré la mémoire de celle qui voulait le voir devenir un homme apaisé. Cet aveu tardif résonne comme un mea culpa déchirant. Ce n'est pas un plaidoyer d'innocence juridique, c'est le cri d'un homme qui comprend enfin, au crépuscule de sa vie, que sa plus grande bataille n'était pas contre le monde,
mais contre lui-même. Il a passé sa vie à fuir la solitude de l'orphelinat pour finir par s'y enfermer de nouveau, seul face à ses choix et à ses regrets. Mais cet aveu tardif peut-il encore le sauver ou est-il déjà trop tard pour l'homme qui voulait rester un enfant ? L'histoire de Jean-Luc Lahaye ne se résume pas à une succession de tubes ou de scandales. Elle est le miroir grossissant d'une tragédie bien plus universelle. Elle nous force à regarder en face ce que nous préférons souvent ignorer, la fragilité extrême de ceux que nous plaçons sur un piédestal. Son parcours nous rappelle brutalement que la gloire n'est qu'un pansement éphémère sur les plaies de l'âme, un anesthésiant puissant mais temporaire qui ne guérit jamais vraiment l'enfant blessé qui sommeille en chacun de nous. Au fond, Jean-Luc n'a jamais cessé d'être ce gamin de la DASS qui criait pour qu'on le regarde, espérant que les projecteurs remplaceraient la chaleur d'un foyer qu'il n'a jamais eu. Aujourd'hui, alors que le tumulte s'apaise, une question lancinante demeure pour nous, d'un spectateur et juge de sa vie. Sommes-nous capables d'entendre la détresse derrière les paillettes ? Avons-nous, en tant que société, une part de responsabilité lorsque nous exigeons de nos idoles qu'elles restent éternellement jeunes, éternellement parfaite. Au mépris de leur humanité, Dalida avait sans doute raison lorsqu'elle le mettait en garde. La lumière ne réchauffe pas, elle brûle ceux qui s'en approchent de trop près, sans armure. La promesse qu'il n'a pas su tenir envers elle est peut-être celle que nous devrions tous nous faire à nous-mêmes, celle d'accepter nos fêlures avant qu'elles ne nous brisent. Jean-Luc Lahaye restera sans doute pour l'éternité ce papa chanteur qui a fait danser la France, mais il est aussi la preuve vivante que l'on ne guérit pas de l'enfance. On apprend seulement à vivre avec. Peut-être qu'à 73 ans, il a enfin compris que pour retrouver la paix, il ne faut pas courir après le temps, mais accepter de le laisser passer. Son histoire n'est pas une excuse, c'est une leçon sur l'importance de pardonner à l'enfant que l'on a été pour pouvoir enfin devenir l'adulte que l'on doit être. Et si, finalement, le véritable succès n'était pas d'être aimé par des millions d'inconnus, mais d'apprendre à s'aimer soi-même, avec toutes ses cicatrices, c'est peut-être là, dans ce silence retrouvé, que Jean-Luc honorera enfin la mémoire de Dalida.